Ok, et aujourd'hui on se retrouve avec Nicolas qui du coup est closer et aujourd'hui il a préparé quelques questions pour moi, donc on est à Paris, il est venu pour un coaching, il a préparé quelques questions, on va analyser aussi certains appels à lui, l'objectif c'est tout simplement lui donner un maximum de valeur pour qu'il puisse débloquer certaines problématiques dans son closing et puis voilà, est-ce que tu veux te présenter un peu Ouais, rapidement, ça peut être intéressant. Déjà, merci pour l'accueil ici, c'est vraiment top de pouvoir faire ce coaching avec toi. Hâte de voir un petit peu justement comment tu vas pouvoir m'aider à débloquer certains points. Pour me présenter rapidement, du coup, moi j'ai 24 ans, je m'appelle Nicolas. Depuis octobre, je fais du setting, donc je suis pas encore closer à 100%, mais on va Ouais. dire que je suis sur la passation. Voilà, je m'intéresse à ça depuis un moment. Donc là, le but, c'est vraiment de monter en compétences rapidement, être placé et chiffré dans le closing. Donc voilà, pour faire simple, j'ai déjà un peu d'expérience dans tout ce qui va être on va dire closing, setting, donc ça m'est pas, on va dire, totalement inconnu. Exactement, ouais, parce que pour la petite histoire, j'étais sur Paris avec certains élèves à moi, et du coup, comme il est setter, qui veut passer closer, etc., il a décidé de prendre un petit coaching avec moi en présentiel pour aller chercher un niveau de compétence plus élevé rapidement. Ok, donc go commencer, hein. Vas-y, dis-moi un peu les questions que tu as préparées, etc. Ouais, la première question, du coup, comment tu travailles ton énergie, ton intonation? Euh, J'en ai parlé aussi avec Tino, du coup, un de tes élèves, Ouais. qui est avec nous sur Paris, là, qui trouve que j'ai aussi une énergie, tu sais, assez basse, Mm. avec une voix qui peut Monotone paraître un un peu. peu linéaire, tout ça. Il m'a dit que tu avais un petit peu ça aussi. Ouais, au Et début, ouais, j'avais du ça. coup, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu travailles ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as complètement dû changer? Est-ce que tu l'as adapté? Et du coup, comment est-ce que moi, je peux en tirer un apprentissage, tu vois, pour m'améliorer par rapport à ça aussi? Carrément, bah en fait sur l'intonation, le truc que tu dois comprendre c'est que ça doit devenir intentionnel au début pour qu'ensuite ça devienne naturel. C'est-à-dire que là t'es comme moi au début, t'as une intonation un peu monotone, donc tu vas parler, pendant tout le call ça va être la même intonation, tu Mm. vois. Et donc ça crée pas d'émotion et ça t'enlève énormément d'impact sur toutes tes questions que tu vas poser. Ok. L'idée ça va être d'être intentionnel sur ça, donc de faire intentionnellement des fausses intonations au début entre guillemets, parce que tu vas le jouer, tu vois, ça va pas être comme si tu parlais avec un poète comme ça que t'avais une intonation, tu vas le jouer Mm. naturellement. Et l'idée c'est qu'en faisant ça, avec le temps, ça va devenir de plus en plus naturel. Ce que tu peux faire, parce que ce qu'il faut comprendre avec l'intonation, c'est que, c'est ce que je te disais hier, d'ailleurs, on en a vite fait parler, Ouais. c'est que si tu as le bon body language, l'intonation va suivre naturellement, tu vois. Mm. Genre le body language, c'est la base de tout, parce que si tu as le bon body language, l'intonation va suivre naturellement. Donc l'idée, c'est que, par exemple, si tu veux avoir un ton curieux, au lieu de te focus sur avoir un ton curieux, tu vas juste te focus sur, tu vas juste plisser un peu les yeux par exemple et tu vas mettre un peu la tête de côté et naturellement tu vas avoir une intonation Ouais. curieuse. Ok. Par exemple, ok, du coup toi c'est quoi vraiment que tu cherches à accomplir, tu vois? Et genre si tu plisses les yeux et que tu penches un peu la tête, c'est très compliqué d'avoir une intonation autre que curieuse. Pareil, tu vois, moi, t'as une intonation qui est pas mal en closing, c'est genre d'être sceptique. Tu vois, Ouais. si tu mets un peu, moi je mets un peu la main devant moi, comme ça paraît con, tu vois, j'ai un peu l'air d'un con quand tu le fais, mais tu mets un peu la main devant toi, comme ça, et t'es en mode. Et du coup, toi, et tu vois, tu te recules un peu, et genre, Ouais, ok. t'as naturellement une intonation sceptique. Tu vois, si tu Mm. veux, tu peux essayer un peu en penchant la tête et tout, tu vas voir que c'est vraiment. Genre, vas-y, pose-moi la question. Et du coup, toi, euh, tu peux demander qu'est-ce qui fait que tu envisages de prendre un accompagnement plus avancé plutôt que de te Avec une contenter. intonation spécifique ou Ouais, normalement? en étant curieux, du coup, intonation curieuse. Tu vas essayer de plisser un peu les yeux pour t'entraîner. Et du coup, toi, Nino, qu'est-ce qui fait que tu cherches un accompagnement aujourd'hui? Ok, donc tu vois là c'est déjà plus curieux que ce que tu fais de base. Et l'idée c'est vraiment de répliquer ça avec les différentes intonations que tu vas avoir sur tout l'appel et de le Mhm. faire intentionnellement. Même ce que tu peux faire, tu vois, c'est tu prends ta trame, tu prends les différentes étapes que tu as et à chaque question que tu poses, les questions clés, tu vois, tu peux noter quelle intonation il faut que tu aies. Mhm. Je te donne un exemple. Au début de l'appel, l'idée c'est d'être curieux au maximum. Ouais. Ok. Sur les premières questions de l'appel, l'idée c'est d'avoir vraiment une intonation curieuse. Parce que l'intonation curieuse, si tu veux, elle va baisser la garde du prospect. Dans le sens où quand tu as quelqu'un de curieux en face de toi, le prospect il va se dire ah ok, il est sincère, il est vraiment là pour me comprendre, etc. Et donc il va s'ouvrir beaucoup plus, il va te donner des réponses beaucoup plus complètes. Par exemple, curieux au début du call, ensuite tu vas avoir toutes les questions émotionnelles, donc les questions d'impact, etc. Où du coup tu vas vraiment être là dans une optique d'émotion profonde. Donc tu vas par exemple baisser ton intonation à la fin de la phrase, tu vas mettre des petites pauses pour créer un silence qui fait un peu résonner ton propos. Donc par exemple, et toi au final quel impact ça a pu avoir sur toi, tu vois, que depuis 3 ans, t'es pas forcément pu offrir autant de choses à ta famille que ce que tu le voulais, tu vois. Sur ces questions impact, c'est quelle intonation plutôt du coup curieux, on va dire, c'est plutôt sur tout ce qui va être situationnel, comprendre en Plutôt fait sa situation. vraiment, ouais, le tout début, les premières questions que tu poses, vraiment dès que tu rentres dans le call, les premières Curieux, questions, ouais. ça doit être vraiment intonation curieuse. Ensuite, toutes les questions impact, émotionnel, ça, tu dois vraiment avoir une intonation descendante sur la fin, Ouais, tu ok. vois. Voix Descendante. basse, descendante. Tu mets des petits silences à des moments clés, tu vois. Par exemple, ouais, le fait que depuis 3 ans maintenant, Mm. t'es pas forcément plus, tu vois, tu mets un petit silence à 3 ans pour Ouais, l'accentuer. il intériorise davantage, ça met plus Exactement. d'importance. Ouais. Et autre intonation aussi, c'est après quand tu vas faire tu vois, des questions un peu plus émotionnelles positives. Intonation haute du coup. Un peu plus haute à la fin, Ok, ouais. exactement. À l'inverse quoi de la douleur. Et tu as le ton aussi un peu sceptique. Donc Ouais. le ton sceptique, c'est imaginons que quelqu'un te dit qu'il a jamais investi dans ses compétences, par exemple. Mm. Si tu veux rendre ça un peu bizarre, tu vois, de pas avoir investi dans ses compétences, c'est qu'il se dit du coup, Fronce les sourcils un peu. ouais, tu vois, comme Pourquoi du coup c'est réellement important Ok. pour toi? qu'est-ce qui fait du coup que t'as Mm. jamais investi?
Tu vois, tu vois, un peu en mode t'aurais dû investir, c'est bizarre que t'aies pas investi, Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Ça, c'est une autre intonation que tu peux utiliser. Donc, si je résume, en gros, t'as curieux, tu vas avoir sceptique et tu vas avoir aussi intonation descendante. Okay, ça, c'est les principales que tu vas utiliser. Ça, c'est pour l'émotionnel. Et donc voilà, focus-toi sur ton body language, tu vois, pour chaque intonation, ça c'est assez naturel en réalité, tu vois, quand t'es curieux, tu fronces les sourcils, si t'es émotionnel, tu vas avoir tendance à plus regarder la personne dans les yeux, etc. Enfin, voilà. Et si tu te focus sur ton body language, derrière, bah, le reste va suivre, tu vois. J'ai regardé, tu sais, la format de 5 heures que t'as sorti sur YouTube qui est vraiment bien. J'en ai regardé 3 heures, là, je vais la finir aussi dans les jours à venir. Tu parles à un moment de la posture, on va dire, tu sais, vis-à-vis de ta caméra. C'est quand t'as le buste ou plutôt si t'es sur une posture basse. C'est quelque chose auquel je faisais pas attention. Et tu vois, genre là, encore une fois, mon Mac, il est orienté un peu vers le ciel. Du coup, ce qui fait que bah, on me voit un peu en plongée, tu vois. Genre. L'idée, en vrai, c'est vraiment... Même tu peux le reculer un peu. Faut dire qu'au niveau de la posture, bon, la posture, c'est ça c'est minime. C'est minime pour ta posture dans l'appel. Je peux pas moins parler avec les mains, du moins on me voit moins, etc. Et donc même pour le body language, si moi je me vois pas, genre, je peux reculer ou. C'est pour ça que tu vois, ça c'est assez important. Impact, le but, regarde, je vais lancer un mythe, comme ça tu vas voir un petit peu. Je vais te montrer ce qui est bien et ce qui est pour le coup pas bien. Ouais, ok. Regarde, hop. Tac. En gros, hop. Voilà. Pas ouf, parce que tu vois pas mes mains, même si tu vois, pour parler avec les mains, il faut qu'elles soient super haut, donc c'est pas dingue, ok. Et en l'occurrence, ça s'arrête là. Donc en fait, je prends pas beaucoup de place dans l'écran, tu vois, il y a que ma tête, et je prends pas de la place dans l'écran. Donc si en face de moi, tu as un prospect qui prend plus de place que moi, naturellement dans l'image, il a une meilleure posture. Après, moi, je peux récupérer la posture avec les mots, avec le fait que je le challenge, avec le fait que, tu vois, mais je perds déjà des points de posture, entre guillemets, avec ça. Donc ce que tu peux faire, en l'occurrence, tu vas reculer, être un peu plus droit comme ça. Et en l'occurrence, là, tu vois, hop, tu vois, je prends plus de place. La caméra, elle s'arrête en dessous des pecs. Ouais, en dessous des pecs. Et là, tu as tes mains. Et tu vois, tu peux beaucoup plus naturellement, du coup, parler avec tes mains. Il voit beaucoup plus et tu prends beaucoup plus d'espace, tu vois, dans la caméra. Tu vois, avec mes mains, je prends vraiment quasiment tout l'écran si je veux. Et du coup, rien qu'au niveau de ta posture, ça te permet déjà d'avoir une posture plus haute. Et en plus, surtout, ça te permet de parler avec tes mains, d'être beaucoup plus à l'aise. Et tu vois, de pouvoir, du coup, bah, faire le fameux body language dont on parlait tout à l'heure. Ok. Donc ça, toujours être présent sur le... C'est cohérent, ça fait sens. J'avais noté une autre question qui, du coup, je pense, auquel j'ai aussi une part de réponse. Après, peut-être que tu auras des choses à compléter. J'avais noté comment tu gères justement ton énergie au fur et à mesure du call. Finalement, c'est un peu sur ce qu'on a dit, intonation basse en douleur, intonation haute dans la phase plutôt d'objectif. Est-ce qu'il y a d'autres points, par exemple le pitch, ce genre de choses, où tu as une intonation qui diffère, où il faut que tu sois un peu plus convaincu, plus de certitude? L'idée dans le pitch, c'est d'être le... Ouais, faut vraiment hype la personne, quoi. C'est comme si tu vendais quoi que ce soit. Tu vois, un mec qui est au marché, il va te hype à fond. Après, c'est pas du tout la même hype, tu vois, mais il va crier, Là, c'est un peu la même idée, c'est que le mec doit vraiment être hype. Donc, dans ton intonation, ça doit être l'opportunité de l'année. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es monotone pendant ton pitch, bah, l'offre va sonner monotone. Par contre, si t'as de l'énergie, que toi t'es convaincu, bah, l'offre, elle va sonner convaincante, elle va sonner énergie, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment, tu vois, d'être... Donc ça, tu vois, et même n'hésite pas à mettre... alors, ça implique d'être convaincu de l'offre. En l'occurrence, si tu l'es pas, il vaut mieux changer d'offre. Mais n'hésite pas à mettre des mots forts, tu vois. Par exemple, moi, je dis, quand je présente mon offre, et parce que j'en suis convaincu, ça, c'est la meilleure trame de closing que tu verras. C'est celle que j'ai eue en investissant aux US, plus de 30 000 €, etc. Et donc, tu vois, de mettre la meilleure, etc., de mettre les mots, bah, c'est comme ça que tu hype un peu aussi la personne et que tu mets en avant ton offre, ton produit, quoi. Ouais, carrément. Et sinon, sur le reste, bah ouais, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'énergie du call. Et du coup, il y a une question qui me vient aussi sur ce point-là, toujours de l'énergie. Tu sais, notamment lorsque tu fais des efforts intentionnels au début, jusqu'à ce que ça devienne naturel, comme tu m'as souligné que c'était important de le faire. Exact. Finalement, quand tu es sur des appels de closing qui perdurent un peu, tu vois, qui sont à rallonge, que ce soit par des traitements d'objection ou tu maîtrises pas encore comment couper intelligemment ton prospect, toutes ces choses-là, bah, tu perds aussi en énergie, tu vois, au bout d'un moment quand tu es en call de closing depuis une heure et demie. Donc, comment est-ce que tu as géré ça? Comment est-ce que tu gères ça encore? J'imagine que ça t'arrive moins maintenant, surtout si c'est devenu inconscient. Mais au démarrage, comment est-ce que tu gères effectivement ton énergie pour que, bah, au bout d'une heure, tu sois pas complètement monotone, blasé, avachi presque, tu vois, genre... Des fois, ça peut arriver sans même t'en rendre compte, tu vois. T'as pas de secret, t'as pas une formule magique en vrai pour ça. C'est juste essayer d'être le plus intentionnel possible. Si t'es intentionnel et que tu sais qu'à ce moment-là, hop, là, il faut que je mette l'intention sur l'intonation, etc., tu vas le faire. Et après, si tu le fais pas, bah, analyse tes calls. Et quand tu vois que t'as une baisse d'énergie, tu notes où est-ce que t'as eu la baisse d'énergie, pourquoi, et sur le call d'après, t'essayes de pas le faire. En vrai. Y a pas de formule magique qui te permet de garder les... Enfin, en vrai, y a rien de... Ouais, carrément. Un spécial sur ça.
C'est cool ce que tu m'as dit, ça me permet de rebondir là-dessus. Tu me parles d'analyse de call. C'est vrai que c'est super important justement que ce soit analyser ses propres calls ou analyser même les calls d'autres personnes pour en tirer des choses. Aujourd'hui, comment tu analyses tes propres calls? Imaginons tu as un appel de closing qui a duré je sais pas, 30-40 minutes. Comment est-ce que tu vas l'analyser efficacement? Parce que j'imagine que tu vas pas l'analyser d'une traite, regarder 40 minutes d'un coup et prendre du feedback. Tu vois, il y a peut-être un point spécifique ou tu segmentes, comment tu fonctionnes? En fait, au début, je te conseille, parce qu'au tout début et même en vrai, tant que t'es pas très très bon, t'as pas la capacité d'analyse nécessaire pour analyser des calls en entier et voir toutes les choses en même temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. T'as le body language, l'intonation, les questions, le flow de la conversation, tu vois, t'as énormément de choses dans le closing. Donc au début, t'as pas la capacité de faire ça. Donc moi, je te conseille, tu vois, en gros, tu vas prendre des points spécifiques. Donc tu vas prendre un point spécifique, par exemple, hop, ici, intonation. Okay, tu vas bosser sur l'intonation et là, du coup, tu vas analyser, tu vas prendre un call et tu vas analyser que l'intonation. Tu vas te concentrer vraiment sur ça. Donc tu vas te concentrer sur, boum, j'analyse l'intonation et je regarde, est-ce que j'ai eu les bonnes intonations, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer. Et tu te focuses que sur ça, donc ça réduit tout le reste. Et comme tu as un seul point de focus, tu l'analyses beaucoup mieux. Ensuite, tu peux te dire, ok, je regarde un deuxième point, là je vais regarder, hop, là je vais passer sur mon body language. Okay, tu regardes ton body language, pareil, tu analyses. Ensuite, tu regardes un autre point, tu vas regarder par exemple le flow de la conversation, est-ce que ça sonne naturel, tu vois, est-ce que c'est naturel ou est-ce que ça sonne scripté de fou. Ensuite, tu vas prendre un autre point, etc. etc. Et tu vois, tu vas faire plein de points comme ça, jusqu'à ce que tu aies fait la plupart des points d'un appel de closing. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, bah là, tu peux faire des analyses où tu analyses tout d'un coup. Ok. Mais dans un premier temps, je te conseille d'analyser phase par phase. Tu vois, et de faire un truc spécifique. Ça peut être juste j'analyse le pitch par exemple. Tu vois, le pitch c'est un truc qui est assez spécifique. Faut pas être trop large dans tes analyses au début. Surtout ça. Est-ce que du coup ça fait plutôt sens d'analyser par exemple, je dis j'analyse que mon intonation, je regarde le call, je note tous les points justement où j'aurais pu améliorer mon intonation, que ce soit phase douleur, découverte, les incohérences, tu vois, toutes ces choses-là. Et une fois que j'ai noté tout ça, est-ce que du coup c'est plutôt pertinent que je m'arrête là et que je fasse ça pendant une semaine que les intonations et qu'après plus tard, je sais pas, la semaine dernière quand j'ai l'impression d'avoir master les intonations que je me suis amélioré, que je revisionne par exemple tous les autres calls, mais par exemple que sur la phase de découverte, tu vois, les questions impact. Moi je te dirais de pas laisser faire une semaine. point par point. Une semaine c'est trop long. Si tu laisses une semaine, tu vas mettre trop de temps pour progresser sur trop de trucs. Tu peux faire en fait, même ne serait-ce que sur une journée, tu vois, faire 1 heure où tu analyses l'intonation, 1 heure où tu analyses ton body language, 1 heure où tu analyses ça, et tu vois, sans laisser une semaine. Réduis le temps, juste une semaine c'est trop long, mais sinon oui, tu peux faire ça, analyser différentes choses. Et après, tu vois, c'est pareil, tu analyses différentes choses, tu refais un roleplay complet ou tu refais des roleplays, ensuite tu vas réanalyser différentes choses, tu refais des roleplays, et après tu peux faire un call où tu analyses en entier pour une fois, enfin, tu vois, faut varier aussi, c'est la variété qui va faire que tu vas progresser parce que tu vas avoir différentes choses. Et comme je t'avais dit, c'est de la même manière, tu peux analyser soit tes calls à toi, tu vois, ou tu peux analyser tous les calls d'autres personnes. Et dans ce cas, je vais faire la même chose, je vais analyser que leur intonation, que leur body language. Ouais, au début, je te le conseille. Ouais. Ok. Et du coup, lorsque je démarre, c'est mes premiers calls que j'analyse. Tu me conseilles de faire ce que tu m'as dit où j'analyse tous les points ou de faire plutôt 1 heure où je fais que de l'intonation, 1 heure où je fais que du body language ou alors si je passe 1 heure, je fais 20 minutes d'intonation. Quand tu analyses tes calls à toi? Ouais, c'est ça. Parce qu'au début, ce que j'ai compris, c'est qu'en mode j'analyse point par point, mais peut-être que dans mon analyse, je vais traiter genre 5 points, tu vois. Est-ce que du coup, c'est plus pertinent de faire 1 heure où je me focus que sur un point ou de diviser 1 heure en 5 points différents, tu vois? Ouais, je te conseille de. En fait, prends, imaginons, je sais pas si tu as fait un roleplay de 1 heure avec quelqu'un. Prends ton roleplay, tu l'analyses une première fois, tu peux analyser le call en entier où tu te focuses sur l'intonation, tu l'analyses une deuxième fois où tu te focuses sur le body language, une troisième fois où tu te focuses sur ça. Plutôt comme ça que de faire 20 minutes intonation, 20 minutes body language. Ok. J'ai noté notamment une question plutôt sur la phase de découverte, aussi bien la phase où on projette la personne que la phase où on va l'ancrer justement sur les douleurs qu'il a. Est-ce que tu as, là avec l'expérience que tu as, les milliers d'appels que tu as pu passer, tu as réussi à distinguer ou repérer un pattern finalement de questions que tu poses régulièrement, qui reviennent naturellement ou souvent dans tes calls, que ce soit pour creuser à la fois en deep les douleurs, mais aussi pour projeter sur des émotions hautes dans la phase de situation désirée, quoi. En gros, l'idée sur ça, c'est que tu vas avoir 2 choses. Déjà, tu vas avoir systématiquement, dans mon cas, une question d'insatisfaction. Okay, donc tu vas avoir une insatisfaction. En gros, insatisfaction. L'idée d'une question d'insatisfaction, c'est de relever un problème. Okay, donc la question, ça peut être par exemple, justement, est-ce que tu es 100% satisfait du coup de ce qui se passe en ce moment? Ce qui se passe en ce moment, tu fais quelque chose de spécifique. Donc par exemple, si la personne te dit que, je sais pas, il est dans son travail depuis 3 ans et que il n'a pas forcément de temps pour lui, tu vois. Et du coup, est-ce que toi actuellement t'es 100% satisfait de ça, du fait que tu sois dans ton travail depuis 3 ans et que forcément t'es pas autant de temps que ce que tu voudrais? Ah bah non, je suis pas satisfait. Et là, ça ouvre du coup la porte à un problème que tu peux creuser. Et le but, c'est d'avoir une insatisfaction. Donc tu commences toujours par une insat?
Ouais, insatisfaction, c'est un peu égal à problème en soi, tu vois. Oui. Un peu égal à ça. Et une fois que tu as ton insatisfaction, tu vas ramener ça sur une conséquence. En fait, tu as l'insatisfaction de base et ensuite tu as toutes les conséquences de ton insatisfaction, tu vois. Ça fait plein de petits points qui ont plein de conséquences différentes. Et donc l'idée, c'est une fois que tu as ton insatisfaction, d'aller chercher toutes les petites conséquences qu'il y a qui découlent de cette insatisfaction, de ce problème-là. Ok. Ok. Et du coup, c'est comme ça que tu vas te retrouver avec... tu pars d'une petite insatisfaction juste là et tu arrives sur tu vois, plusieurs conséquences qui vont amener du coup à un problème qui grossit petit à petit. Si elle te donne le fait que le problème c'est le temps et qu'elle peut pas partir en vacances, tu vois, elle va te donner, regarde, tu as ton insatisfaction qui t'amène à avoir une première conséquence, le temps. Sur le temps, l'objectif c'est que elle t'a donné le temps, ok, et elle t'a donné le fait qu'elle pouvait pas partir en vacances avec sa famille, qu'elle avait pas de temps pour elle, qu'elle finissait tard au boulot, etc. Ouais. Ça, une fois que tu as ça, boum, tu vois, ça doit faire d'autres conséquences. Ok, le fait que tu puisses pas partir en vacances avec ta famille, comment Tu est-ce que reformules toi... Ouais, souvent, tu redis peux, ce qu'il dit, tu dis pas juste et Comment- pourquoi, tu vois, ou comment comment est-ce que toi, tu te sens par rapport à ça, tu dis le fait que, tu reprends ces mots. En général, ça donne plus de contexte, il comprend Ouais. mieux. Ouais. Ok. Tu vois, et ensuite, du coup, boum, là, tu découles de ça. Ensuite, peut-être qu'il va te dire, ah bah, ça joue sur, je sais pas, ça joue sur ma relation avec mes enfants, parce que du coup, je les vois un peu moins. Donc là, boum, là, t'as la relation. Et boum, ça va repartir sur 3 trucs différents. Par Ok. exemple. Avec tes enfants, du coup, c'est-à-dire comment ça se passe? Est-ce que tu as des exemples précis de moments où ça joue sur votre relation? Hmm. Ah bah ouais, ça joue par exemple quand je finis tard le taf, bah ma femme elle peut aller jouer avec eux au parc, etc. Et moi je suis pas forcément là pour eux. Ah ok, donc tu les vois pas spécialement grandir si je comprends. Mais est-ce que toi ça t'impacte d'une certaine manière? Ah bah oui, forcément, parce que même moi sur mon moral, oup, là t'as le moral, bam, et ça repart sur. Et Et tu tu vois, reclarifies une fois Exact. ton moral, c'est-à-dire. Donc ça, c'est, on va dire, c'est plutôt tout ce que tu vas voir sur la phase de douleur. Est-ce Ouais. que tu fonctionnes avec un framework plus ou moins qui est similaire sur la phase de situation désirée, de situation désirée, pardon. Ouais, situation désirée, c'est plus ou moins la même chose. Tu vas choper ton objectif qui va t'amener entre guillemets à du coup les conséquences de cet objectif-là. Donc le fait d'atteindre cet objectif-là, quel effet ça va avoir sur toi, tu vois, qu'est-ce qui va être différent pour toi. Donc quel est ton objectif? Tu prends un objectif concret, alors ok, 10 cas par mois. Ok, 10 cas par mois, qu'est-ce qui serait différent pour toi en atteignant cet objectif-là? Ok, il y a ça qui changerait. Ok, et ça, qu'est-ce que ça, hop, boum, et tu vois, ça fait le même arbre. Ok. Hmm. Et après, tu peux avoir plusieurs Tu choses. Donc, clarifies de nouveau, 10 tu cas lui par mois, demandes ça. l'impact que ça aurait sur son quotidien, par exemple. Tu peux demander sur d'autres personnes, est-ce que ça va affecter d'autres personnes, sa famille, etc., ses proches. Et ensuite, tu vas peut-être choper un impact là de ouais, ça va aider ma famille, j'aurai plus d'argent, je pourrai les aider. Moi, ça va m'aider à être plus libre, je vais pouvoir quitter mon travail. Et ça va m'aider à faire ça, et ça, et ça. Ok. De la même manière que tout à l'heure, l'idée n'est pas forcément le nombre, mais la qualité. Si tu as un truc de qualité, une visualisation de qualité, c'est beaucoup mieux que 10 trucs anecdotiques. Donc, toujours se focus sur le plus important. Ok. Et tu vas le voir, elle va te le dire, la personne, tout simplement, ce qui est important pour elle. Ok. Et c'est pertinent de remercier un peu la personne après qu'elle soit confiée sur les trucs personnels en douleur. Par exemple, bah, merci de me partager ça. Et justement, à l'inverse, comment tu te sentirais Ouais. si. Faut faire gaffe, ça je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Moi je suis pas spéciaalement très fan de cette formulation-là. Pourquoi? Ok. Parce que moi je garde toujours l'aspect, dans un call de closing, d'être en mode ok, est-ce que je parlerais comme ça à mon ami? Tu sais, je sais pas si Oui. t'étais là avec Hans hier, mais j'en Oui, parlais. Dans un call de closing, si tu parles à quelqu'un de ton âge, tu dois être un peu comme si c'était ton pote. Ouais. Si tu parles à quelqu'un de plus vieux, tu dois être un peu comme si t'étais son fils. Et si tu parles à quelqu'un de plus jeune, un peu comme si t'étais le grand frère, tu vois. Mm. Ça veut juste dire que tu dois avoir une relation de proximité avec la personne pour créer de la confiance, créer une relation de connexion avec la personne pour qu'elle, elle s'ouvre et que ce soit plus naturel. Donc, la question que je me pose, c'est toi, est-ce que tu poserais cette question-là? Est-ce que tu dirais ça à un ami à toi? S'il te partage quelque chose de personnel, est-ce que tu lui dirais ah bah merci pour ce que tu me partages, etc. Non, je Pas pense spécialement, tu vois. Non. Et ça sonne pas très naturel. Donc, de dire ça dans le call, le prospect en face, consciemment ou inconsciemment, il va le ressentir que c'est pas très naturel. Donc, je te conseille de. Tu peux valoriser ce que la personne vient de dire parce que c'est encore une fois des patterns. Si quelqu'un dit quelque chose qui reçoit une réponse positive à ça, il va avoir envie de le dire plus. Donc s'il se confie que dans son cerveau, boum, réponse positive, il va se confier plus. S'il se confie qu'il y a une réponse, quand je dis réponse, c'est pas forcément la parole, mais c'est un signal négatif, il va plus se confier. Tu vois, donc ça c'est les humains. Donc tu peux lui donner une réponse positive, mais ça doit être quelque chose de naturel. Sinon la personne s'en rend compte. Donc ça peut être par exemple, tu vois, si elle se confie, ça peut être juste. Ah ok, ouais, c'est intéressant d'en savoir un peu plus sur toi par rapport à ça. Et justement, je sais pas, là c'est un exemple qui me vient comme ça, tu vois, mais l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup plus naturel que ah bah merci beaucoup Nicolas pour ce que tu me partages. C'est bizarre, tu vois, de dire ça. Ouais, Tu je dirais pas comprends. ça à ton père ou à tu Mm. vois. Nous, si on parle tous les deux, je vais pas te dire ah bah merci beaucoup pour ce que tu me partages et ensuite poser une autre question. Enfin, c'est bizarre, tu vois. Ouais, ok. Donc rester plus naturel sur ça. Ouais. Ok, ça marche. Je me demandais aussi, lors du pitch, là jusqu'à présent dans les roleplays que j'ai fait, c'était un point que je voulais améliorer parce que bah, j'ai du mal à, on va dire,
à pitcher comme il faut, dans la mesure où des fois je me rends pas compte et je rentre peut-être trop dans le caractéristique et le technique, alors qu'en fait, en soi, le prospect il s'en fout, il achète juste l'état désiré qu'il aura une fois qu'il aura atteint ses résultats, Ouais. et pas la solution, le mécanisme en soi, sauf dans le cadre des prospects un peu plus rationnels, tu sais, comme tu avais expliqué dans la format notamment. Dans ces contextes-là, comment est-ce que tu juges quand ton pitch, tu vois, il devient trop caractéristique, trop technique? Parce que moi, j'ai le sentiment que si je donne le premier pilier, je dis que le pilier, je sais pas, par exemple, ça va être on va retravailler ton positionnement, je vais avoir besoin de détailler un peu positionnement, qu'est-ce que j'entends par là, tu vois. Je vais pas juste dire positionnement et aller sur les bénéfices émotionnels. Je vais avoir le sentiment quand même qu'il faut que j'en dise un peu plus, tu vois. L'idée, c'est d'avoir les deux, c'est d'avoir une partie logique, une partie émotionnelle et que les deux soient intimement liés. Donc, tu vas avoir ta partie émotionnelle où tu vas, par exemple, parler à la personne par rapport à la logique. Donc, l'idée, c'est, tu as tes éléments logiques. Moi, j'aime bien le format de dire en 3 piliers, par exemple, ça fonctionne bien en général. 3, 2 piliers, peu importe. Un pilier, ça fonctionne bien. Tu vas mettre tes piliers et l'idée, c'est, pendant tout ton pitch, de toujours relier ce que tu dis à des résultats émotionnels. Donc, par exemple, si la personne veut faire 10 000 euros par mois, à des moments clés, tu peux lui dire, et ça spécifiquement, tu vois, ce pilier-là, quand tu vas pouvoir mettre en place telle stratégie, ça va te permettre du coup d'aller beaucoup plus vite vers les 10 000 euros parce que ça va faire X, Y, Z. Tu vois, moi, typiquement, je te donne un exemple pour moi. Dans un premier temps, on va monter à 5 000 euros par mois si quelqu'un il part de zéro, ou je sais pas, quelqu'un a 2-3 000 euros par mois. Dans un premier temps, on va monter à 7 000 euros par mois avec les premières stratégies que je vais te montrer, avec les objections, la trame de closing qui va vraiment te permettre de progresser parce que tu auras vraiment la trame complète, la plus poussée du marché. Et ensuite, quand tu seras déjà à 7 000 euros par mois, je vais te montrer les stratégies qui vont te permettre de monter à 10 000 euros par mois. Et qu'est-ce qu'on va faire pour monter à 10 000 euros par mois? Ça va être vraiment des activités productives de vente. Donc en fait, ça va être tous les process pour faire des follow-up, des upsells, etc. que je vais mettre en place avec toi et qui vont te permettre d'aller chercher 10 000 euros par mois. Et tu vois, à chaque fois, tu vas relier quelque chose de logique à quelque chose d'émotionnel. Donc 10 000 euros par mois, etc. etc. tu vois. Et le but, c'est vraiment que tout soit relié pour que la logique et l'émotionnel soient mélangés. Parce que si tu fais un pitch que logique, les gens n'achètent pas par la logique. Ouais, bien sûr. Donc ils s'en foutent en fait. Ce que tu expliquais, système 1, système 2, quoi. Ouais, c'est ça. Ils s'en foutent royalement de savoir que si toi, la bonne méthode pour faire de l'argent en closing, c'était pas de creuser les douleurs, mais que c'était de demander à la personne qu'est-ce qu'elle cuisine le matin, bah tu demanderais ça. Enfin, on s'en fout de comment. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est la finalité, c'est faire de l'argent avec le closing ou faire de l'argent avec les commerces ou avoir un corps musclé. Donc tu dois leur vendre la finalité, ça c'est un truc assez classique, je pense que tu as déjà entendu. Ouais, carrément. Et du coup, comment est-ce que ça se matérialise? C'est vraiment relier tout ce que tu dis, du coup, tu vois. Ok. Donc relier les éléments de ton pitch à un résultat émotionnel. À des parties émotionnelles, ouais, exactement. Ok, ça marche. Nickel, ça marche. Il y a un point qui est important, et ça je pense qu'aussi c'est un stade qui peut vraiment permettre de passer un cap, c'est justement le fait d'être smart dans ces questions, que ce soit pendant la phase de découverte, pendant la phase d'anticipation des objections, de traitement des objections. J'entends par là le fait de comprendre en fait ce qu'un prospect va te dire, sans te le dire réellement, tu vois. Genre en mode, il va dire quelque chose et tu vas comprendre ce qu'il insinue derrière ça, ou le bullshit, tu vois. Ça, il n'y a pas de miracle. Tu ne deviens pas smart en te réveillant un matin ou avec une technique, entre guillemets. Pour ça, l'idée, c'est vraiment 2 choses. Un, ça va être la pratique. Avec le temps, tu vas te rendre compte que ok, quand le mec dit ça, tu vas remarquer des patterns en fait. Souvent, tu vas te rendre compte qu'il y a un mec qui va dire une phrase, et en fait, il y en a 10 qui vont dire cette phrase-là, et sur les 10, il y en a 8 qui vont quitter l'appel juste après avoir dit cette phrase-là. Et là, boum, tu remarques un pattern. Tu vois, je te donne un exemple comme ça, mais tu vas remarquer des patterns avec la pratique. Donc ça, quand tu prendras pas mal de calls de closing, tu vas le remarquer. Deuxième truc, ça va être les analyses de call. Plus tu vas analyser des appels, plus tu vas pouvoir te reposer et comprendre justement ce que la personne voulait dire. Parce que le truc, c'est qu'au début, quand tu startes, tu n'as pas la capacité pendant le call de gérer ce que tu dois dire, l'intonation, ce que la personne veut dire derrière, ce qu'elle insinue, tu vois pas tout ça parce que tu es concentré sur d'autres choses. Comme au permis, tu apprends au fur et à mesure aussi, après ça devient inconscient. Et au bout d'un moment, tout devient inconscient et du coup, tu peux te concentrer sur des trucs plus abstraits, tu vois. Au bout d'un moment, tu as beaucoup plus d'attention sur beaucoup plus de choses. L'idée là, c'est exactement la même chose. Et après, si tu as un œil extérieur, par exemple, c'est tout con, mais moi, mes élèves, le fait d'avoir un œil extérieur qui est plus compétent qu'eux, etc., bah forcément, ça te permet de voir des choses que toi, tu ne vois même pas. C'est ce que disait Hans aussi hier, c'est tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Il y a des choses que toi, tu sais même pas, par exemple des intonations que tu ne connais même pas et que moi, je vais remarquer. Tu vois, je veux dire, ça, c'est telle intonation et peut-être que tu n'as même pas conscience de cette intonation. Tu vois, donc d'avoir quelqu'un qui analyse tes calls continuellement, qui est plus compétent que toi, ça va te permettre de choper des informations que tu n'aurais jamais pu analyser parce que tu n'en avais même pas conscience naturellement. Tu vois. Ok. Sur du traitement d'objection, la question que je me posais, c'est notamment l'objection que la personne peut le faire seule. On est bien d'accord que finalement c'est une dérive de la peur, non? C'est pas une objection réelle. Non, ça peut être plusieurs choses. Alors, objection réelle, c'est simple, il n'y en a que 2. Tu as l'argent ou la peur, l'incertitude. Okay, donc soit l'argent, genre c'est trop cher, j'ai pas l'habitude de dépenser ce genre de somme, ce genre d'objection, ou alors l'incertitude, la peur, donc j'ai peur de me lancer parce que j'ai peur du résultat, parce que j'ai peur de pas y arriver moi, j'ai de l'incertitude par rapport au fait, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que le business model fonctionne, donc tu vois, t'as argent, peur, tout ce qui sort. Décisionnaire logistique, c'est pas une vraie objection?
Genre C'est compte très rare. commun ou faut réellement qu'il en parle à sa femme parce que je sais pas, tu vois, ou t'as mal fait ton R1, il y a un associé qui est pas là, tu vois. Ouais, alors oui, Ça, c'est les vraies mais ça objections c'est que quand t'as même. mal fait ton Mm. boulot. Tu peux avoir des problèmes de logistique, mais partenaires, etc., faut faire très attention parce que j'en parlais à ma femme, c'est full bullshit, ok? Mm. Il n'y a pas besoin d'en parler à sa femme. Je veux dire, imaginons t'as ta maison qui brûle demain, tu vas pas prendre le temps d'en parler à ta femme avant de jeter un seau d'eau, tu vois. Si c'est une décision vraiment urgente pour toi, tu vas le faire là ou sans en parler à qui que ce soit. Mm. Là où parfois ça peut arriver, c'est vraiment, imaginons que ce soit l'argent de sa femme ou vraiment un compte commun qui lui en ait pas parlé avant, etc. Bon. Tu fais quoi, t'engages sur un compte histoire de dire Ouais, moi- quel impact aura si tu vas l'avoir pour lui demander la permission versus la personne qui est déjà Exactement. engagée, qui a déjà mis C'est- 200 € et qui est sûre d'elle. Tu penses c'est c'est pile quelle ça. personne des deux qui a le plus d'impact? Bah la deuxième, ok, du coup on peut faire ça et t'engages un minima sur C'est ça. exactement ça, c'est jouer sur comment est-ce que tu vas présenter les choses à ta femme. Tu peux passer derrière, pas de problème. Et en l'occurrence, toi tu sais quoi que tu voulais demander? Putain, il m'a perturbé. Je t'ai Bah, demandé, t'en mets pas derrière par contre. en gros, la question de Non, base. vas-y, bouge gros. la, c'est vrai la question. Va le dire à la caméra pour le coup, ça, je le mettrai dans le vlog. Bonjour, Sinon, les gars en plein coaching qui nous dérangent. je suis un peu malade, mais j'ai fait un 3 capif. Nickel, hein, 3 Incroyable. capifs. Enfin, de 1987. 300 € propre. Non, Et 10 heures du matin. 299. Pardon. Allez, je vais me recoucher. Moi. Allez, vas-y, salut. Allez, nickel après, un petit 300 €. Un petit 300 €. Léger. Tu me disais du coup? Ouais, bah de base c'était sur l'objection Ah ouais. de je veux le faire Oui. seul, est-ce que c'est une dérive de la peur? Pas spécialement. En fait, ça peut être une dérive de toutes les vraies objections. Dans tous les cas, c'est une fausse objection, c'est du bullshit à 100%, mais ça peut être une dérive de toutes les objections qui sont réelles. Donc ça peut être une dérive de la peur, mais ça peut être aussi le fait de cacher par rapport à l'argent, ça peut être le fait de cacher que c'est trop cher pour lui et qu'il a jamais mis cette somme-là. En fait, ça peut être une dérive de n'importe quelle vraie objection. Toute objection bullshit peut cacher une vraie objection. Et toi, ton objectif, c'est de trouver quelle est la vraie objection derrière. Et encore une fois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu as des scripts, etc. que j'utilise pour trouver ça, mais c'est surtout aussi avec le temps où tu captes en fait où est-ce que la personne a des blocages. Tu vois. Ok. Donc pour répondre à la question, ça peut être la peur et l'argent, pour l'occurrence. Ok. Et la comment tu valeur. Ouais, la Ça valeur peut être la aussi. valeur, mais la valeur, en réalité, je la compte pas dans... Il y a trois C'est vraies un bon objections. pitch, C'est en théorie, exactement la ça. valeur elle est perçue. ta valeur, argent, peur, incertitude. Mais si tu as un bon pitch, la valeur, il n'y aura jamais de problème. Donc si tu as un problème de valeur, c'est que c'est ton pitch qui a pêché. Et si ton pitch a pêché, c'est très compliqué à rattraper parce que la personne a déjà entendu ton offre, a déjà été déçue par ton offre. Et donc si tu essayes de rattraper ça, ça va sonner juste comme non, non, mais en fait, t'inquiète, on a aussi ça, tu vois. Donc c'est très compliqué à rattraper. Donc si tu as un problème de valeur, bon, c'est que tu as foiré ton pitch. Ok. Donc je la compte pas. Et pour moi, les deux vrais, c'est argent ou incertitude, peur. J'avais noté aussi une question sur toute la partie inaction et conscientiser l'impact de l'inaction pour créer de l'urgence interne. Parce que du coup, créer de l'urgence externe, ça va plutôt être contre-productif. Exact. C'est des choses qui ne fonctionnent plus de ce que tu m'as déjà expliqué. Ouais. Donc, quand tu cherches à créer de l'urgence interne et de la tension pour susciter justement des pics émotionnels et basculer sur l'achat, à quel moment de la découverte tu penses que c'est plus pertinent de creuser justement l'inaction? Qu'est-ce que ça lui a coûté aussi de ne rien faire ou de faire comme il faisait dans le passé, que ce soit en temps, en énergie, en santé, en mental, toutes ces choses-là. Parce que moi j'avais tendance à me dire que c'était plus pertinent de le faire pendant la phase de douleur, vu que tu vas aller chercher des douleurs sur l'inaction. Mais j'ai vu qu'hier tu l'avais fait aussi du coup juste après la situation désirée. Donc savoir si toi tu trouves ça a plus de sens après la situation désirée pour refaire un pic négatif comme tu m'expliquais tout à l'heure, avant le pitch du coup. Ou alors ça a plus de sens de le faire dans la douleur pendant que tu es déjà dans la douleur et tu vas creuser encore plus deep. L'idée c'est que moi, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure justement sur les pics positifs négatifs. Tu peux soit le faire après la situation désirée, soit tu peux le faire pendant que tu es encore dans la phase de douleur. Moi j'ai tendance à le faire après la phase désirée pour toutes les raisons que je t'ai citées tout à l'heure. Ok. Voilà. Donc en soi ça peut se faire dans les deux, mais selon toi dans la phase après désirée, donc tu traites ça finalement avant ton pitch, tu fais l'inaction, qu'est-ce que ça va lui coûter de continuer comme ça, etc. Et ensuite tu fais la question d'engagement un peu, est-ce que du coup aujourd'hui tu es prêt à arrêter à devenir la personne qu'il faut, etc. Et là tu leur engages ça. C'est ça. Ok. Exactement. Ok, ça marche. Nickel. J'avais noté un point aussi, je pense que c'est ma dernière question, après si on pourra basculer sur d'autres choses. C'était dans les APV, les fameuses du coup activités productives de vente. J'ai vu que tu demandais, que tu parlais de recommandations à un prospect. Post-close, tu es dans l'appel avec lui, tu viens de closer, par exemple, là, Tino qui vient de closer 3 captifs. Si c'est un bon élève et qu'il a fait son job, il aurait dû te demander une recommandation avant même que l'élève ait des résultats, du coup. Ouais, tu peux le demander. Je vais pas dire exactement comment, parce que ça, c'est des process que je garde pour mes élèves, mais en soi, oui, tu peux demander pendant l'appel une recommandation à la fin de l'appel une fois que tu l'as closé. Ok, même sans résultat. Genre le gars il a pas de résultat et tu peux demander reco. Ok, ça marche. Assez naturellement, tu peux lui demander sans trop de problème. Ok, ça marche.
Ok, Le donc c'est nice. peut-être croyance limitante en fait de se dire qu'on peut pas le faire sans résultat. Non, justement, d'autant plus qu'il vient de passer à l'action, donc tu vois, il a la dopamine du passage à l'action, etc. Donc tu peux lui demander à ce moment-là, tu vois, il n'y a aucun problème, justement, au contraire. Ok, ouais. Profite du fait qu'ils sont encore dans un état émotionnel important. Ouais, c'est ça. Ok. Si lui, en plus, tu vois, tu vas avoir l'aspect de. Imaginons c'est un ami à lui, lui il vient de se lancer, il a envie que son ami se lance en même temps, etc. Donc tu vois, il va être dans cette énergie-là, donc il va dire ouais, moi j'ai pris ça, prends-le avec moi, tu vois. Il y a tout ça qui va rentrer en compte, donc non, c'est le meilleur moment pour le faire. Ok. Ok, intéressant. Moi, tu vois, j'aurais eu tendance à croire que c'était plus pertinent de demander des recommandations dès que la personne a déjà une quick win ou quelque chose, Non. mais pas réellement. Non, pas nécessairement. Ok.